Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast sur la chaîne donc Evocast. Aujourd'hui, là, on reçoit Talel, qui est mon associé. Il va un petit peu me poser des questions et on va un petit peu échanger sur notre vision sur le marché de l'infoprenariat, sur les évolutions que ce marché a pu avoir sur les 4-5 dernières années et puis sur aussi nos perspectives d'avenir, comment le marché va évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. etc. Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo. C'est la première fois que j'apparais, c'est la deuxième fois que lui il apparaît du coup. Je pense que c'est la première fois que tu apparais, mais au total, sur tous les contenus qu'on a pu tourner sur. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est ouf. C'est un peu nouveau. Du coup, moi je m'appelle Talel, comme il a dit, je suis cofondateur de Evo depuis 1 an et demi, depuis Ouais, la ouais, non, c'est création ça, en il y a un fait. an et demi. Du coup, Baptiste, comment toi, tu définirais genre l'infoprenariat maintenant là? L'infoprenariat, je pense que depuis tout temps, ça va être tout ce qui est vente d'informations en ligne. En fait, que Mm. ce soit consulting, coaching, que ce soit accompagnement, même formation directement, c'est tous les produits digitaux qui tournent autour de l'information. Donc, l'infoprenariat, c'est quand même assez vaste. Je crois que c'est un mot quand même qui est assez moderne. Avant, je crois qu'il n'y avait pas particulièrement de mots sur la vente d'informations. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à définir ce que c'est l'infopreneur. Un infopreneur, maintenant, évidemment, ça a beaucoup évolué depuis 2020, mais ça, on va y revenir. Ouais, comme c'est un terme assez nouveau, faut commencer à mettre les mots dessus, puis là on y arrive, donc c'est pas mal. Il y a une question moi, qui revient à chaque fois, c'est comment c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui arrivent à générer des sommes astronomiques en très peu de temps. Genre, j'ai entendu parler de 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. Et puis à côté de ça, il y en a qui font leur métier depuis des années et des années et puis qui n'arrivent pas à générer autant. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui chiffrent sur le marché de l'infoprenariat, c'est pas nécessairement les meilleurs, mais c'est ceux qui sont les plus visibles. Ça, c'est une des règles de base en Ouais. marketing, ce qui fait que, honnêtement, beaucoup de grands gourous qui captent une énorme partie de la demande, au final, surtout avoir Mm. des avis désastreux. Parce qu'en fait, de manière générale, c'est pas du tout les gens les plus compétents, les meilleurs, qui obtiennent le plus de cash à la fin du mois. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, un infopreneur qui a vraiment la possibilité de réussir et de signer des deals, ça va être vraiment celui qui va avoir le plus de visibilité et de facto pas forcément celui qui va être le meilleur. Ouais, c'est clair. Mais ça, tu penses que ça a toujours été le cas? Parce que du coup, on va parler de l'évolution du marché de l'infoprenariat depuis 2020. Et la question, c'est est-ce que depuis 2020, ça a toujours été ça ou est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est moins le cas. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, un infopreneur qui a peu de visibilité peut, avec certaines méthodes, certains mécanismes, signer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça reste une des règles d'or. Évidemment, celui qui a le meilleur marketing, celui qui est le plus vu, ce sera celui qui aura le plus de contrats à la fin du mois, effectivement, parce que dans tous les cas, t'as beau être le meilleur, si personne sait que t'es le meilleur, ça sert à rien. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est génial, tout le monde est bon et tout. Parce que moi, quand j'ouvre Instagram, quand j'ouvre LinkedIn, quand j'ouvre YouTube, tout le monde veut me vendre une formation. Je sais plus où mettre de la tête. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est sûr qu'en 2025, il commence à y avoir tellement d'acteurs sur le marché que ce qui fait vendre, c'est plus simplement les promesses, c'est plus simplement les preuves sociales qui peuvent être Ouais. falsifiées, mais ça va être vraiment le fait de démontrer, avant même que le prospect signe chez toi, que tu es apte justement et que tu es compétent pour résoudre sa problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on tend vers des systèmes d'acquisition, des systèmes de vente qui sont beaucoup plus dans la relation et qui sont beaucoup plus dans la preuve et la confiance Mm. que ça pouvait l'être avant. Et évidemment, pour créer de la confiance et créer une vraie relation avec ses prospects, on ne peut plus faire autant de volume qu'avant, et donc fatalement, c'est plus forcément ceux qui ont le plus d'abonnés qui font le plus de cas. Je connais des influenceurs avec plus de 300 000 abonnés, 400 000 abonnés, voire 1 million d'abonnés, qui font 10 fois moins que certaines personnes qui ont 15 000, 16 000 abonnés. Simplement parce que ces abonnés-là aussi sont des gens qui vont être beaucoup plus aware, beaucoup plus conscients des problématiques qu'ils ont et de la capacité à leur interlocuteur à résoudre justement ces problématiques. Ouais, concrètement, en fait, c'est vraiment la relation qui fait le marketing, qui fait le moteur de ton marketing maintenant. Parce que si tu croises quelqu'un que tu connais pas, tu vas essayer de lui vendre quelque chose, tout de suite, ça va pas bien marcher. Enfin, après, ça, c'est. Ouais, ouais, bien sûr. Après, je pense que ça va vraiment aussi beaucoup dépendre de la cible. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en B2B, tu ne peux plus vendre uniquement avec des promesses. Les gens sont habitués. Ça fait 4-5 ans qu'il y a des promesses toujours plus folles qui sont créées pour essayer de se démarquer. Aujourd'hui, on a atteint un pic qui fait que carrément, j'ai vu des publicités où tu avais des gens qui disaient oui, on te paye on Ouais, te paye pour mettre en place un autre ouais, j'en mécanisme ai vu, ouais. d'acquisition. Non, mais ça devient vraiment un peu n'importe quoi. Et justement, les gens essaient de se démarquer avec les promesses. Mais à mon sens, c'est plus vraiment ça parce que tout le monde a une promesse, tout le monde a une offre irrésistible à la Hormozy. Maintenant, ce qui fait vraiment la différence, c'est justement montrer sa capacité à résoudre une problématique. Donc, que ce soit sur des communautés school, que ce soit sur des chaînes YouTube, que ce soit sur Instagram, aujourd'hui, le contenu valeur brute, même parfois sans artifice, c'est un peu un gage d'authenticité. Sans artifice, ça permet vraiment de démontrer en fait sa valeur et son expertise.
Tu penses vraiment que en ce moment, on tend vers, des nouveaux mécanismes? Moi, je sais qu'on parle souvent genre, du mécanisme à l'américaine, mais, je sais que toi, tu crois pas trop, tu penses quoi? Bah, le mécanisme à l'américaine, pour moi, après voilà, c'est mon avis, je suis pas sur le marché US, donc moi, c'est vraiment l'image que je m'en fais, mais c'est vraiment la méthode et le mécanisme qui consiste, en fait, à justement aller vendre de manière vraiment brutale à des gens qui sont prêts à investir du cash pour faire exploser leur Mmh. activité sur un marché qui est aussi 10 fois plus gros. Et honnêtement, répliquer ce modèle-là sur le marché français, alors évidemment, même s'il y a des méthodes et des mécanismes qui sont réplicables, c'est quand même assez complexe dans le sens où je considère que en France, les gens sont beaucoup plus frileux quand même, beaucoup plus méfiants, à juste titre, à mon sens. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent se faire arnaquer. Même en France, nous, avec Ouais, Tale, bien sûr, bien on sûr. s'est déjà fait arnaquer nous-mêmes. Puis je pense que chaque infopreneur qui a investi à un moment ou à un autre, il finira par se faire arnaquer. Je pense que c'est vraiment Ça fait partie du jeu, c'est hein. dans la logique des choses. Malheureusement, pour l'instant, c'est assez peu réglementé. Mais bon, là, je m'égare un peu. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être aussi brutal dans le système de vente, même que ce soit dans les pitchs de closing, dans les pitchs d'offres, dans Mmh. les structures d'offres, être aussi agressif que les Américains sur leur vente. Parce qu'en fait, tout simplement, en France, le marché est trop frileux pour réagir à ces mécanismes. Ouais, bah, concrètement, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, on n'achètera plus du tout, une promesse, quoi. On achètera le mécanisme. Ouais, ouais, mais carrément. Mais dans tous les cas, je pense que c'est déjà un peu le cas. Les infopreneurs qui réussissent le mieux, c'est les infopreneurs qui vendent le mécanisme, qui vendent la transformation Mmh. et non pas la promesse. Parce que, enfin, littéralement, la promesse, c'est oui, avec moi, tu vas réussir à atteindre tel objectif. La transformation, c'est viens dans ma communauté, dans mon Ouais. mouvement, et on va te faire passer d'un point A à un point B ensemble, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est aussi vraiment ce qui fait la différence, que ce soit dans les funnels de vente, ou enfin dans les tunnels de vente, ou même dans l'offre en elle-même. Ouais, et au-delà de ça, au niveau performance, enfin, en tout cas, ce que toi, tu peux apporter à ton client, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution? Est-ce que tu penses concrètement que, la performance que toi, tu peux apporter ne suffit plus aujourd'hui? Bah, déjà, je pense qu'il y a un problème dans la structure. D'ailleurs, ça, c'est ce qui a beaucoup évolué depuis 2020, un problème dans la structure des formations. Typiquement, aujourd'hui, plus personne n'achète de formation. Parce que les formations, en fait, énormément de gros formateurs se sont rendus compte que bah, même pas 30% de leur audience et des gens qui payaient chez eux terminaient la formation. Et surtout, encore plus avec l'ère de l'IA, je pense que toutes les informations, elles sont disponibles en ligne gratuitement. Donc les gens n'achètent plus uniquement de la formation, mais ils achètent justement, comme tu l'as très bien dit, une transformation. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus te contenter de leur fournir des modules vidéo, des templates, des scripts, etc. Tu dois absolument les accompagner, les driver d'un point A à un point B, justement, et c'est justement en les accompagnant, à mon sens, qu'on a des vrais résultats. Malheureusement, c'est aussi un système qui est plus difficile, parce qu'une formation, tu peux la vendre 10 000 fois ou 2 fois, c'est pareil. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que on doit absolument trouver un équilibre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait chez Evo, un équilibre entre personnalisation et standardisation pour pouvoir scaler. Personnalisation pour les résultats, standardisation pour pouvoir avancer plus vite et plus fort. OK, et du coup, enfin, toi, tu as plus, je pense, cette vision-là dans ce que nous, ensemble, on a fait. C'est que tu as vu les évolutions venir et tu as adapté un petit peu, bah, du coup, comme tu l'as dit, cette barrière entre, Mm. personnalisation et standardisation pour faire du Ouais, volume carrément. et cetera. Comment tu l'as ressenti, comment tu as fait, la jauge, en fait? Bah, en fait, au tout début, puis même ça, on s'était mis d'accord là-dessus, c'était qu'en fait, il fallait absolument qu'on ait des résultats avec nos premiers clients. Parce Ouais, que si on commence une offre, qu'on price on a étiquette et qu'on n'a pas de résultats avec les premiers clients, ça la fout mal. Et puis pour la suite, même, ça fait perdre la confiance dans notre produit. Enfin, même nous, on a plus confiance en nous même parce nous, qu'en on a plus fait, confiance en on se nous. dit Donc, qu'on est plus ouais. capable de délivrer et cetera, quoi. Ouais, carrément. Donc en fait, on était obligé d'avoir des résultats. Donc on est parti dans l'over personnalisation où là vraiment on avait une équipe de 7 personnes qui était à 100% dédiée sur un seul et même un seul et même profil. Et puis quand on commençait à en faire entrer 3 à 4, on sentait que bah, déjà dans les groupes WhatsApp ça commençait à faire beaucoup de messages et puis on tendait de moins en moins vers une personnalisation totale. Donc on a fatalement dû au bout d'un moment, au bout d'un certain volume de clients, essayer de standardiser ce qu'on pouvait standardiser et aussi déléguer ce qu'on pouvait se déléguer. Et je pense que c'est là aussi où notre modèle fonctionne bien, mais évidemment il est plus difficilement scalable parce que ça fait plus de management. Ouais. On a tout simplement délégué plus, donc à des CSM, à des nouvelles équipes. Et on essaie vraiment aujourd'hui de se concentrer à 100% sur le marketing et sur la délivrabilité client sans vraiment se prendre la tête sur sur tous les autres aspects de notre business qui aujourd'hui, à mon sens, déjà ne sont pas ce pourquoi j'ai voulu lancer mon business et en plus de ça, sont aujourd'hui très très inintéressants honnêtement.
Et tu penses honnêtement qu'un accompagnateur qui réussit en 2025, c'est un accompagnateur qui suit cette recette? Pas nécessairement. Je pense que en fait, il y a plusieurs possibilités. Si tu as un infoproduit et que tu as une cible qui est ultra précise, typiquement, je sais pas, les coachs sportifs entre 30 et 40 ans à Paris. Bon, j'abuse un peu, je grossis le trait, mais c'est pour que tu comprennes. Euh, je pense que tu peux réussir à faire quelque chose de très standardisé qui marche dans 90% des cas. Même si évidemment il y a toujours le facteur humain Ouais. qui rentre en jeu. Mais je pense que si tu comprends et connais extrêmement bien ton avatar qui est très précis et qui a quasiment aucune différence dans les méthodes pour les faire atteindre l'objectif que tu vends, je pense que tu peux standardiser ton produit. Même si évidemment sans intervention humaine, il y aura toujours moins de résultats. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir un avatar très clair parce qu'en fait, délivrer à plusieurs types de personnes, ça va juste te retarder en fait, parce que tu sauras pas exactement quoi faire. Alors que si tu sais exactement à qui tu vas délivrer, tu as, on va dire, un process déjà clair en tête que tu vas pouvoir donner plus rapidement. Ouais, mais même en ayant un avatar clair, tu vois, tu as toujours des process, tu as toujours une méthode pour les faire scaler, mais après, en fonction de la niche qui cible, en fonction. Typiquement, nous, dans notre cas, qui est le Ouais. scaling d'infoproduits, euh, on a beau toujours travailler avec des infopreneurs qui ont un produit relativement similaire, ils s'adressent jamais à la même niche, ils ont jamais la même personnalité, ils ont jamais le même message. Ce qui fait qu'en fait, pour les faire scaler, c'est à chaque fois, on a des instruments, on a des outils, et il faut les utiliser plus ou moins fort, et à un moment ou à un autre, avec nos clients. C'est pour ça que je pense que pour des niches comme ça, qui peuvent être très, très diverses et variées, on est obligé de personnaliser, sinon l'obtention de résultats est très complexe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vois, si tu cibles une catégorie de personnes qui exercent un même métier dans un même domaine, etc., oui, là, ça va être beaucoup plus simple, en fait, je pense, de standardiser le produit, dans tous les cas. De toute façon, moi, de toute façon, je suis pas trop fan de la standardisation. Je trouve que personnaliser, ça rapporte quand même un côté humain. Tu as souvent plus de résultats aussi. C'est Ah, mais après c'est le clair. principe de la personnalisation. Ouais. Et puis, toi, tu parles souvent de système humain. Comment tu pourrais définir Ouais, ça, oui, quoi? bah c'est ça, c'est la personnalisation. Pour moi, ça fait quand même toute la différence. Même aujourd'hui, les plus gros infopreneurs, si tu ne peux plus faire des appels en one-one avec tes clients, ce qui est parfois notre cas, quand on a beaucoup de clients en même temps sur un mois, on fait des appels de groupe, on fait des Ouais, visios, on ouais. fait des choses. En fait, il faut toujours apparaître, il faut toujours avoir une relation en direct, en live avec tes clients. Sinon, je pense que l'obtention de résultats est de facto beaucoup plus difficile. Je pense aussi qu'il y a dans la personnalisation, il y a cette part d'authenticité, tu vois. Parce qu'on parle souvent de formation copie, c'est-à-dire des personnes qui vont juste prendre une formation déjà bien connue, la Ouais. remixer à leur sauce et puis la balancer. Si tu la personnalises, en fait, tu peux pas faire ça, donc ça Ouais. rajoute un plus, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, nous, par exemple, on a une méthode qui vient pour le coup des États-Unis, qui permet de créer un maximum de confiance avant de vendre. On met en place un community funnel, donc un tunnel marketing vraiment humain. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour l'implémenter dans les business, comme je l'ai dit, qui sont très différents les uns des autres, tu es obligé de personnaliser. Donc évidemment, on a des modules de formation qui, eux, vont reprendre les grands thèmes de ce que nous, on aborde pour que notre client puisse avoir un support visuel ou au moins un support vidéo de ce qu'on aborde pendant les appels. Mais oui, on personnalise à fond. Et je pense que c'est cette approche humaine, justement, qui va faire vraiment toute la différence entre les infoproduits qui réussissent et les infoproduits qui échouent en 2026. Ouais. Et quand tu parles de réussir, du coup, on parle vraiment de scalabilité. Comment toi, tu définis la scalabilité La concrètement? scalabilité, justement, bah, c'est trouver cet équilibre. En fait, de base, selon la définition, c'est vraiment avoir un effet de levier, une capacité de levier sur son business. Malheureusement, quand tu fais énormément de personnalisation, tu ne peux plus fatalement avoir cet effet de levier. Donc, cet effet de levier, tu le trouves de deux manières différentes. Soit tu délègues énormément, comme ça, tu as un business personnalisé où tu sors de l'opérationnel, ce qui est très complexe. Soit tu prends des pourcentages sur par exemple, le CA de tes clients ou alors sur la réussite Ouais. mais ça, encore une fois, tu vois, ça marche que quand la réussite elle est financière. Mm. Donc, c'est aujourd'hui un modèle très compliqué. Donc, en fait, pour moi, scaler aujourd'hui, c'est trouver un compromis parfait entre résultat client et standardisation pour pouvoir scaler. Et je pense que standardisation n'est pas non plus l'ennemi total du résultat client. Je pense que c'est vraiment en fonction de la niche, en fonction du business, que tu peux trouver un compromis. Bah, de toute façon, ça prend du temps. Donc Ouais, le carrément. compromis, je pense que ça se fait pas directement, c'est pas d'un claquement de doigts. Toi, tu penses que c'est plus un marathon ou un sprint? Ah, bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un marathon. Moi, je pense que les infopreneurs qui réussiront et même qui réussissent actuellement, c'est des infopreneurs qui ont déjà euh,
pris le temps de construire des véritables bases hyper solides sur leur business. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Typiquement, quand je parle de bases solides, je peux parler de chaînes YouTube avec minimum 50 vidéos, de comptes Instagram avec déjà plusieurs milliers d'abonnés. Donc ça prend énormément de temps à construire. Je sais que bah, même nous, on s'est fait la réflexion, et c'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui, bah, nous, on commence aussi à créer beaucoup plus de contenu, etc. Nous-mêmes, on s'était rendu compte qu'aujourd'hui, notre business ne tenait malheureusement qu'à la prospection. Et qu'en fait, on faisait quasiment que du cold outreach, on avait une setteuse qui bombardait, qui envoyait énormément de messages, on avait des calls, on avait des deals, on a fait des mois à 20, 25K comme ça, mais on s'est très vite aussi rendu compte que un business qui ne tient qu'à ça, c'est aussi un business qui est très dépendant, bah, par exemple, de l'algorithme LinkedIn. Nous, on faisait beaucoup de prospection sur LinkedIn, de l'algorithme Instagram. Surtout au début, hein. Voilà, il a suffi qu'en fait on se fasse suspendre un compte LinkedIn pour qu'on se rende compte, putain, notre business ne tient qu'à ça, on peut pas se permettre. Au même titre que les business qui sont dépendants uniquement des ads, par exemple. Ils Bien peuvent pas sûr. se rattacher qu'à ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une acquisition qui va être multi-levier, et je pense que plus on augmente ces leviers-là, plus bah, justement ils vont être performants, parce que de l'ads ça fonctionne bien si tu as déjà un contenu organique qui est bien en place, le setting ça fonctionne bien si on t'a déjà vu en ads et en contenu organique. En fait, tout ça c'est des trucs, c'est des piliers qui se soutiennent eux-mêmes en fait. Ouais, c'est un petit peu la base, mais concrètement, tout le monde ne le dit pas. Et enfin, je pense qu'on nous ment aussi beaucoup dans ce domaine-là. C'est quoi le plus gros mensonge que toi, on t'ait fait avaler Bah, c'est un peu comme tout le monde, c'est le côté, ouais, tu vas faire 10K en 2 mois, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vraiment le côté facile. Après, Mais c'est parce qu'on voit aussi les mais- grands de la scène. oui, mais c'est surtout, en fait, les gens disent tu vas faire 10K, mais enfin, la base même de l'infoproduit, c'est de vendre une compétence, vendre une connaissance. Parfois, il y a des gens qui se lancent là-dedans, qui n'ont ni compétence ni connaissance. Alors moi, j'ai rien du tout contre ça. Même nous, quand on s'est lancé, on était beaucoup moins compétents que Bah, de t'apprends ce sur qu'on le est tas de maintenant. toute Et façon. on apprend aussi sur le tas. Et ce que je veux dire, c'est que avant de penser, je pense, au cash pur, il faut aussi penser à la compétence, à ton produit, à ce que tu vas mettre en avant et comment tu vas faire atteindre des résultats à tes prospects. Je pense que c'est aussi une des grosses bases, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair que nous, quand on. Enfin, je pense même pas que nous, mais tout le monde, tous les jeunes, on va dire, de notre âge, quand on leur parle de business d'accompagnement, plus souvent c'est le mot formation qui revient. C'est Ouais. tout de suite. Ça sonne hyper bullshit, hein. Ça sonne hyper bullshit. Ouais, moi, tous mes potes me traitent de gros arnaqueur, tu vois. Donc, et justement, très, très curieux pour l'anecdote, j'ai un de mes amis bon, ok, lui est assez détaché de tout ça, qui me fait beaucoup de vannes autour de ça, justement, qui m'a dit, bah, honnêtement, pour une des premières fois, je suis fier de toi parce que j'ai vu là les résultats, parce que j'ai jamais compris que c'était palpable en fait ce que tu faisais. Et j'ai regardé ta Ouais, story, j'ai vu les ouais. résultats des gens et je me suis dit, ah putain, en fait, il y a vraiment des gens qui te disent merci. Tu m'as aidé à développer mon activité, à vraiment bah, vivre presque de ma passion, tu vois. Et ça l'a fait vraiment réaliser que parfois, c'est des choses qui peuvent vraiment changer la vie des gens et être vraiment palpables, plus que simplement du bullshit et des edits sur TikTok, tu vois. Mais en fait, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas besoin d'être Einstein pour faire ça. C'est-à-dire que tu prends un domaine de qualification dans lequel tu vas t'entraîner un maximum et après, tu vas voir du coup tes clients et tu regardes les problématiques qu'ils ont et tu regardes si dans ces problématiques-là, bah, du coup, il y a ton domaine de compétences. À partir de ce moment-là, comme ton client, lui, n'a pas le temps de se spécialiser là-dedans, c'est toi qui vas prendre le relais et donc tu lui apportes un plus, Ouais. donc tu es utile. Moi, je pense que dans le milieu de. Quand tu bosses avec des infopreneurs, c'est vrai, je pense, dans d'autres domaines, mais moi, j'ai pas l'expertise pour parler des autres domaines. Quand tu bosses avec des infopreneurs, je pense que quand tu veux créer ton produit, tu dois pas partir de tes compétences, tu dois partir d'une problématique. Et à partir de la problématique qui est sur un marché, tu construis et tu te formes et tu permets tu construis un produit qui permet de résoudre cette problématique. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et que si on va pas dans ce sens-là, on va vite tendre vers des produits qui sont peut-être très bons, des produits qui sont peut-être avec des compétences de ouf, mais en fait des produits qui n'intéressent personne, quoi. Et le problème, c'est que parfois, tu as une expertise, tu as un produit qui est béton, mais en fait, juste, bah, c'est pas une problématique que les gens ont, tu vois. Mhm. Typiquement, si, je sais pas, j'avais vu sur Instagram, alors peut-être que je me trompe, un mec qui vend une offre, qui fait un maximum de publicité sur comment bah, avoir une bonne qualité d'image dans son studio. Mais ce qu'en fait, enfin, je me dis, j'étais un peu creusé le truc, le mec vend son produit à 2000 balles. Mais je suis en mode, si les gens ont 2000 balles à investir pour avoir une meilleure qualité d'image, bah, ils prennent un appareil photo plutôt qu'ils prennent une formation sur comment avoir une meilleure qualité d'image. Bien sûr. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une question d'alignement. Après, peut-être que je me trompe et que le mec, s'il fait autant de publicité, c'est que fatalement, il a de la demande aussi. Encore une fois, c'était sur le marché américain. Sur le marché américain, c'est une dynamique qui est assez différente que sur le marché français. Donc, Parce que la mentalité est tellement différente qu'on n'arrive pas à tout saisir non plus. On n'arrive pas à saisir la demande des gens. Comme c'est une grosse masse, il y en a forcément qui demandent telle chose, alors que ici en France, comme on est moins, tu te dis pas oui, les gens ont besoin de ça, tu vois. Ou alors ils sont dans une très légère minorité, on va dire, hmm. donc tu les vois pas.
alors qu'aux États-Unis, ils explosent, tu vois. Ouais, non, carrément, 100%. Bah, concrètement, ouais, c'est ça. Et voilà, on va peut-être passer au niveau des erreurs parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé bah, du coup de passer en revue un petit peu les erreurs type Mm. qu'un infopreneur pourrait faire aujourd'hui, à commencer par le fait de pas comprendre le modèle dans lequel tu vas Tu vas délivrer. évoluer. Hein. Ouais. J'ai pas compris la question. On va faire une question un peu plus globale. Ouais. Si là maintenant tu repartais J'adore à quand tu fais un peu zéro. l'animateur de la discussion. J'aime bien être un peu animateur, Bah tu ouais, vois, mais ça me plaît un peu. Je m'y plais. ça change vachement parce que bah, du coup, sur les podcasts qu'on a tournés pour l'instant, c'était carrément moi qui posais les questions. Pour une fois que je peux parler, franchement, c'est cool. Ouais, c'est clair. Après, je passe pas souvent. Bon, j'aime bien ce rôle. Non, bah d'ailleurs, juste pour l'anecdote, Talel, c'est bah, évidemment notre business entier repose en grande partie sur ma personal brand. Mais Mm. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est cofondateur de entre guillemets la personal brand, même s'il y a que moi qui apparaît sur le truc. Donc c'est assez marrant parce que Talel, du coup, il bosse littéralement sur tout. Avec tous nos clients, il bosse énormément sur notre marketing, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et pourtant, il apparaît quasiment jamais. Et parfois, juste les gens bah, le découvrent quand ils signent chez nous. Et ça, c'est hyper C'est drôle vrai. parce qu'en fait, enfin, C'est vrai que j'apparais tout de s'ils suite. savaient à quel point c'était presque grâce à lui que genre ils avaient signé chez nous. Donc ouais, non, c'était pour l'anecdote. Bah, en fait, on est complémentaires. Bon, c'est Ouais. pour ça que ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a fait équipe, en fait, hein, Ouais. dès le début. Ouais. Et là, maintenant, là, Ouais. si tu devais repartir à zéro, Est-ce que je choisirais un qu'est-ce autre associé? Non. tu pourrais, hein, tu pourrais dire oui, ça me vexerait pas. Non, qu'est-ce que tu ferais différemment, quoi? Où est-ce que tu irais tout de suite? Quelles erreurs t'éviterais? Je pense que je partirais déjà dans une idéologie différente, qui est de c'est pas simple, c'est jamais simple. T'as toujours l'impression que c'est simple avant de le faire. C'est jamais simple. Être attaché beaucoup plus aux résultats des clients plutôt qu'à son propre résultat, je pense. Mon premier abord, peut-être au début, j'avais peur et j'avais pas envie de prendre des gens gratuitement pour les aider à avoir des résultats. On l'a fait pour un client. Ouais. On l'a fait pour un client qui aujourd'hui a des sacrés résultats. Mais c'est sur lui qu'on a construit aussi en C'est aussi, majorité voilà, notre parce offre. que c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut déjà prendre des gens gratuitement au début parce que ça permet de se forger un petit peu une idée de à quoi ça représente sur le terrain. Parce qu'avoir des résultats pour ses clients, c'est pas non plus si simple. Mm. C'est pas, tu leur as dit de faire ça, ils le font déjà. Tu vois, il y a Ouais. tout un aspect humain. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des choses. Bah, bien Enfin, tu sûr. vois, c'est compliqué. Moi, la première fois que j'ai dit, ouais, bah, il faut que tu fasses ça. Ouais, non, j'ai pas envie. Je suis en mode, ah merde, putain, je fais comment là, je réagis comment, tu vois. Je suis censé dire, bon, bah, je sais plus quoi te dire. Après, T'es obligé ouais. de t'adapter à chacun de tes clients, surtout quand tu fais du personnalisé, Mm. que ça soit la tranche d'âge, pardon, la personnalité en tant que telle, et puis le métier dans lequel il exerce, c'est tellement différent à chaque fois, et on l'a vu Mm. pour chaque client en fait. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc attends, la question de base, c'était quoi? C'était Qu'est-ce que tu referais là? Qu'est-ce que tu ne ouais, referais qu'est-ce que pas je plutôt? referais? Je pense que du coup, ouais, comme je disais, je prendrais plus de gens gratuitement. Je prendrais des gens gratuitement pour construire mon offre. Parce que je pense que aussi beaucoup de gens font cette erreur de pas vouloir vendre. Typiquement, bah, j'ai eu un client l'autre jour qui n'a pas osé vendre, qui était bah, justement un expert en podcast, etc., qui n'a pas osé vendre son produit à un entrepreneur qui était pourtant hyper motivé. Mm. Tout ça parce que simplement il disait oui, mais pour l'instant j'ai rien de construit, j'ai rien à lui vendre. Et je lui ai dit, mais en fait, tu construis ton produit avec tes premiers clients. Bah oui. Tu t'es transparent avec eux, tu leur dis, écoute, aujourd'hui c'est une nouvelle offre, je vais pas avoir quelque chose d'hyper structuré, ça va peut-être pas un peu partir dans tous les sens, mais au moins aussi tu auras le privilège d'avoir un truc moins cher et aussi un truc qui est directement one-one avec moi parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de clients. Donc on va vraiment aller chercher des gros résultats. Et donc je lui ai dit, tu vas construire ton offre avec tes premiers clients. Donc là, d'ailleurs il a des appels aujourd'hui, donc on va se tenir au courant pour voir où est-ce qu'il en est. Mais je pense vraiment que il faut ne pas hésiter à signer ses premiers clients, même gratuitement, où tu les prends en pourcentage au début, il n'y a rien à perdre. Tu signes même plus l'infopreneur a de l'influence, plus ça te fera de la proof aussi. Nous on avait l'opportunité de bosser avec Loïc Bourget à l'époque. Ça nous a donné un sacré boost. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on a pu déjà l'accompagner sur toute la partie création de sa communauté, plus on lui a fourni directement des modules de formation autour de ça, ce qui nous a permis d'avoir aussi une grosse crédibilité. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à faire des choses gratuitement pour construire sa proof, et puis ensuite bombarder. Et une fois qu'on a un produit qui a été validé, que le marché a validé, avec lequel tu as eu des résultats clients, t'envoies, et puis c'est bon, banco, tu vois. Ouais, puis moi je pense que une autre chose que je ferais directement, ça serait de traquer au maximum toutes tes données.
Ouais. Genre, je sais que nous, on a eu du mal au début, surtout quand il fallait envoyer Bah, c'est chiant de 200, faire, en fait, 300 messages par c'est jour. chiant de faire des Google Sheets, de traquer ce qui fonctionne pas, de tout remplir en fin de journée quand tu es épuisé. Même moi, là, sur le contenu, j'ai un tableau de tracking que j'ai oublié de remplir hier soir parce que ça me fait chier, honnêtement, je préfère aller dormir. Mais ça, c'est une erreur. Il faut se Ouais, traquer ces données, que ce soit dans le setting, que ce soit dans le contenu, pour vraiment savoir, en fait, juste, c'est tout con, mais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. mais Et bien tu sûr. vois, ce que Hormozy disait, c'est, tu vois un truc qui fonctionne, fais le plus jusqu'à ce que ça arrive à saturation. Et une fois que tu as poussé ce curseur au maximum, bah, c'est là où tu vas aller switch vers une nouvelle méthode, une nouvelle technique, tu vois. Là, je suis assez d'accord avec ça, hein. Ouais, c'est vraiment primordial Mm. de cibler les points qui ne marchent pas. Tu les vois tout de suite. De toute façon, quand tu les traques, plutôt que d'essayer de les avoir en tête, tu te dis non, mais c'est bon, je fais pas 3 millions, 4 millions par mois, j'ai pas besoin de gros Google Excel, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Donc, Non, si, si, mais c'est quand même franchement, important. franchement, dès le début, dès que tu envoies 50 messages de prospection par jour, tu commences à être obligé de traquer, ne serait-ce que pour tester différents messages. Nous, nos messages, ils évoluent, mais littéralement, j'ai l'impression que toutes les semaines, on les améliore, Bah on oui. modifie, on tente des nouvelles approches, parce qu'on a aussi une seteuse qui, d'un côté, envoie 100, 150 messages par jour, quoi. Donc, on a du volume, on a de quoi traquer. Donc voilà. Ok, bon bah c'était vraiment une bonne approche. Moi j'ai kiffé. On a souvent la même vision, Mm. bah, en tout cas de ce domaine-là. Bah, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Puis, je pense qu'on s'est lancé aussi dans ce domaine-là sans vraiment comprendre ce que c'était. Et donc, en fait, on s'est un peu construit notre vision en même temps parce on a eu les mêmes expériences, on a eu les mêmes galères, on a eu les mêmes coups durs. On a eu tout ça, donc je pense que c'est assez logique qu'on ait la même vision. Mais moi, pour revenir un petit peu sur un côté émotion, je suis très content, je pense vraiment d'avoir lancé ça avec toi parce que, comme tu as dit, on est très complémentaires. C'est-à-dire que moi, souvent, je vais peut-être un peu partir en couille, avoir plein d'idées, avoir plein de machins et vouloir faire plein de trucs. Toi, parfois, tu vas être un peu plus dans l'exécution et dans la rationalité. Tu vois, tu vas dire, ouais, bon, maintenant, Ouais. ok, c'est bien d'avoir cette idée-là, mais maintenant, comme on l'a fait, on la met en application avant de penser à autre chose, tu vois. Et on fait ça avant de passer aussi à autre chose. Je pense que c'est aussi cet aspect rationnel, enfin, assez cartésien dans la manière où tu appliques les choses, qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, on arrive à autant performer, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah là pour le coup j'ai cédé puisque c'est vraiment hier soir que tu m'appelles pour me dire Ouais, bah, par exemple, bah, viens c'est on tout tourne un con. podcast. C'est tout con. Ce podcast, bah, genre, enfin, initialement, moi, je tourne des podcasts en visio, comme ça. Enfin, vraiment, moi, je suis quelqu'un qui attache très peu d'importance sur la forme. Je pense que le fond est beaucoup plus important. Donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un studio de podcast qui est juste à côté de chez moi. Bah, let's go, en fait. Je vois pas l'aspect négatif. Et Talel est en mode, oui, mais attends, viens, on réfléchit, on pose les Bah questions. oui, Et parce que on arriver suit, à faire un podcast avec on, s- rien on à s- dire c'est on s- terrible on quand même. suit une trame. Ouais, mais après, moi, je suis relativement confiant dans ma capacité à toujours dire des choses. Mais après, t'as raison parce que ça nous permet aussi d'être pertinent. Parce que si on commence à partir en couille Ouais, et qu'on n'a aucune structure, bah, ça va être un peu inaudible pour les gens qui écoutent et qui regardent, quoi. Mais en tout cas, ouais, bah, c'est un exemple typique de demain à 23h, je lui dis, viens, on fait un podcast pour demain midi. Il me dit, ok, mais alors avant de réserver, on ouais, réfléchit, on pose des questions, on construit une vraie trame. On s'est rendu compte qu'il y avait de quoi dire et donc c'est cool. Et je pense qu'on refera et ça donc plus on est souvent. reparti, ouais. Bah Je oui pense oui qu'on fera ça plus carrément. souvent, c'est trop bien. Puis limite, recevoir des invités. On va peut-être essayer d'avoir Xavier Niel, comme je t'avais dit. C'est sûr, c'est toujours en discussion, ça va peut-être se faire. Là, il me dit, ouais, non, ça va pas se faire, tu vas voir. Si si moi j'y crois un peu. Tu vas voir, ça va, J'y ça, crois ça va ça beaucoup, va ouais. pouvoir se faire. On a parlé beaucoup de l'infoprenariat et du côté humain de l'infoprenariat, mais moi, ce que je vois, enfin, ce que tout le monde voit, Ouais. c'est que il y a l'IA qui grandit, enfin, qui est déjà même très très grand Ouais, et qui prend une place encore plus en importante deux maintenant. ans, c'est impossible de bosser sans l'IA. Aujourd'hui, je pense que si tu n'utilises pas l'IA dans ton business, tu vas te faire dépasser par des Indiens de 17 ans qui bossent C'est clair. depuis leur vie. En fait, je pense que l'IA, c'est aujourd'hui impossible de s'en détacher, impossible de s'en défaire. C'est devenu partie intégrante de notre quotidien et ce en très peu de temps, tu vois. Mais moi, on m'a souvent fait, enfin, pas souvent, mais on m'a quand même quelques fois fait la remarque de tu utilises de l'IA, c'est de la triche. Mais moi, j'étais en face Ouais, pour leur dire, mais mais c'est de la triche de quoi? Genre, qui quand dit ça? Internet est apparu, c'était le même discours, c'était tu utilises Internet, c'est de la triche, Oui, mais tu c'était testes pareil. d'autres choses. C'était pareil quand la calculatrice a été inventée. C'était, ouais, c'est de la triche, tu utilises la Mais calculatrice. Après, c'est de la triche, tu utilises Internet. Maintenant, c'est de la triche, tu utilises l'IA. Oui, en fait, c'est juste un outil. in fine, le plus important, c'est quoi? C'est le résultat ou c'est la manière de l'atteindre? Moi, je pense que c'est plutôt le résultat, tu vois. Donc après, oui, bon, tu sais, il y a aussi ces questions éthiques sur même les youtubeurs qui font leur miniature avec l'IA, Ça, c'est encore qui ont autre les chose, je moyens, pense. qui veulent financer. Ça, c'est encore un autre débat. Moi, je pense que d'un point de vue purement business, il y a un moment, si tu veux atteindre des résultats, tu dois utiliser l'IA. Maintenant, c'est là où je veux vraiment faire attention. Je pense que construire et faire du contenu organique maintenant, ça va aussi permettre de se construire une authenticité, une image de marque
qui permettra justement dans le futur, ou dans un futur où potentiellement, même on commence à le voir que les vidéos sont incroyables avec l'IA, peut-être dans un futur où quasiment tous les youtubeurs, toutes les vidéos seront faites, ou beaucoup de vidéos seront faites avec l'IA, ça permettra vraiment de prouver aussi son authenticité et de montrer ta vraie personnalité. Donc je pense que la création de contenu organique, surtout sur cette période, c'est de plus en plus important pour montrer que tu es quelqu'un d'humain. Ouais, Et des c'est pour formats se comme le podcast. détacher, malheureusement, de l'IA. Ouais, ça, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens commenceraient à comprendre si on était tous les deux des IA qui parlaient là. Je pense que les gens s'en rendraient compte aussi. Donc je pense que si le format Mm. podcast, ça permet d'être assez authentique et de se démarquer. Après, qui sait, ça se trouve, tu vois, dans 2 ans, il y aura, mais pas dans 1 an, je pense des IA qui seront mais indétectables, même sur des formats longs, tu vois. Mais honnêtement, comme tu as dit, enfin, on l'utilise tous les jours. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Si c'était de la création, on va dire, artistique dans le sens où je crée, je sais pas, des dessins et tout avec de l'IA, je pense que je le vivrais pas de la même manière. Mais là, c'est vraiment pour m'aider à aller Ouais, plus vite, pour c'est m'aider c'est- à c'est faire pas- des choses meilleures. on doit pas le voir comme un moyen, je pense, de remplacer les choses. On doit le voir comme un Ouais, moyen de t'aider à accomplir tes tâches. Nous, ça nous aide aujourd'hui dans notre rédaction, dans nos mm, illustrations. Ça nous aide aussi même dans la structuration. On fait beaucoup d'automatisation. Bon, c'est beaucoup de mots en option, mais en réalité, oui, c'est ça. Tu vois, typiquement, c'est tout con, mais la tâche qui consiste à, quand tu prends un post, tu dois après le reposter manuellement sur LinkedIn, sur Instagram, sur School, sur d'autres plateformes comme ça. Bah, très vite, ça peut commencer à te faire perdre 20, 30, 40 minutes. C'est un truc qui te fait chier. Tu t'automatises ça, bah, tu le fais en 30 secondes. Pareil pour, ouais, par bah oui, c'est exemple, clair. dès que nous, il y a une nouvelle personne qui rentre dans notre communauté, bah, automatiquement, les questions de préqualification, elles sont ajoutées à un CRM qui est transmis à notre sales team. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui nous permettent de nous faire gagner du temps et de professionnaliser nos process, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit utiliser l'IA. Maintenant, je pense que dans les mois, années à venir, on l'utilisera encore plus et dans des manières qui vont être encore plus game changer, tu vois. Maintenant, je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas perdre cet aspect humain qui est quand même, comme on l'a dit au début de ce podcast, mais sur tout ce qui est personnalisation et de porter un véritable intérêt à nos clients. Parce qu'en fait, c'est tout con, mais si nos clients, si on ne leur porte pas un véritable intérêt et on les aide pas aussi sur l'aspect humain, bah en fait, pourquoi ils prendraient un accompagnement? Pourquoi ils ne seraient pas juste aidés par ChatGPT ou une autre IA qui sera plus performante, tu vois? Bah, je pense qu'il y a aussi le côté où ChatGPT peut t'aider à comprendre des idées ou même à te développer un paragraphe comme ça qui t'explique ce que tu veux, Ouais, mais à l'appliquer, c'est différent. Et c'est ouais, là mais où pour l'instant, tu vois. l'accompagnement fait effet, c'est-à-dire que Ouais. nous, on vient pas juste donner l'idée. Ça, j'appelle ça un carnet de formation, un livre à lire, tu vois. Nous, on vient te mettre toutes les clés dans ton business, on va dire, Ouais. pour que ça réussisse, tu vois. Non, mais pour l'instant, tu vois. En vrai, ça se trouve, dans 3 ans, il y aura un truc qui fera ce qu'on fait mieux. C'est pour ça que c'est vraiment Ouais. une course contre la montre, mais je pense qu'on va la perdre. Honnêtement, je suis assez pessimiste sur le futur à long terme. À moyen terme, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. À long terme, je pense que l'IA va tellement faire un ravage, je pense, sur ce domaine-là. Je pense qu'en fait, on va arriver sur un point de bascule où ça nous aide, ça nous aide, ça nous aide, ça nous aide, ça nous remplace. Tu vois? Ouais, je pense qu'on le verra. Tu penses qu'on verra pas la transition? Bah, je pense que ça va être assez drastique. De toute façon, on les voit même pas les transitions, hein. D'un Non, jour à mais t'as l'autre, vu. Je me ouais, rappelle, je me rappelle bon, le jour où j'ai découvert ChatGPT, il n'y avait pas encore beaucoup de visibilité là-dessus. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui avait fait 10 000 vues sur ChatGPT en anglais, etc. J'étais en mode, je vais l'utiliser pour faire un DM de français, j'étais en première. Je vais l'utiliser pour faire un DM de philo même. Je l'avais fait, etc. Je me sentais trop malin. En fait, littéralement, toute la classe l'avait fait avec ChatGPT et personne ne se le disait parce que personne ne voulait donner l'astuce aux autres. Tu vois? ouais. Moi, j'étais vraiment dans une classe de chiens. Mais Ah, en la tout cas, concurrence de fou, genre. je te jure. Mais en tout cas, enfin, ça a bien prouvé que tout le monde s'est mis du jour au lendemain à utiliser le même outil et à comprendre l'impact que ça pouvait avoir directement même sur le travail scolaire, tu vois. Et encore, nous, on a connu la période avant IA. Même si, bah, en mine de rien, aujourd'hui, même dans les études supérieures, etc., l'IA est très utilisée. Mais imagine ceux qui naissent avec l'IA, donc qui considèrent que c'est la norme. Ouais. Moi, je me demande, alors sans vouloir faire le gros boomer, si ça va pas aussi, tu vois, modifier la manière de construire un cerveau, tu vois. Mais bon, après, je sais Bah que... si, mais Je, ça je se voit sais- déjà. Je crois qu'il y a déjà des études Ouais. qui montrent que les jeunes, on va dire, qui utilisent le plus l'IA, ont de moins en moins la capacité. Ouais, après, je pense qu'il faut se méfier parce que je pense que beaucoup de gens disaient ça aussi pour Internet. Ouais, Beaucoup de gens disaient ça à pour, voir. pour la calculatrice. Beaucoup de gens disaient ça. Et à chaque fois, on s'est rendu compte, bon, bah, dans tous les cas, c'est des innovations qui sont. On peut pas les interdire, on peut pas les enlever. Je pense que pourra nous permettre de faire un progrès aussi de fou, tu vois, que ce soit dans la conquête spatiale, dans tous les trucs comme ça. Je pense que ça pourra nous permettre de faire un progrès énorme. Et donc, je pense que maintenant, voilà, comme partout, il faut trouver un équilibre entre démocratisation, utilisation dans les écoles, etc., etc. Faut quand même que les gamins puissent
puissent, tu vois, réfléchir par eux-mêmes aussi. Je pense que c'est important. Puis même nous, je pense que si on n'avait pas l'IA, on ferait les choses beaucoup plus lentement, mais peut-être qu'aussi on réfléchirait plus et qu'on serait plus impliqué dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, bah, clairement, c'est juste la manière de l'utiliser qui doit être, on va dire, régulée, que ce soit par les parents, etc. Ouais, carrément. Je fais la conclusion, Vas-y. parce qu'après on a la question-réponse. Il nous reste 19 minutes. Bon, bah écoutez, ravi de... Non, comment je pourrais formuler la conclusion? Attends. Là, tu peux faire un CTA. Ouais. Ouais, CTA, après, je pense que ça viendra tout seul, t'inquiète. Bref, ça va être la fin de ce podcast. On a pu échanger pendant quoi? Pendant une quarantaine de minutes. C'était vraiment hyper sympa. Je pense qu'on va refaire cet exercice plus souvent. Même pour toi, je pense que ça te permettra de te mettre peut-être plus en avant et peut-être aussi de construire une deuxième personal brand pour notre business. Ce sera top. Bah ouais, carrément. C'est vraiment l'occasion. Si vous êtes infopreneur et que vous avez un infoproduit de manière générale, moi je vous invite très vivement à prendre un diagnostic gratuit avec un membre de notre équipe. Le lien est directement dans la description. C'est 100% offert. On va littéralement juste vous délivrer une roadmap de comment, si on était à votre place, on mettrait en application certains systèmes, certains process dans votre activité. Et puis je vous invite aussi à rejoindre directement notre communauté gratuite sur School. Dedans, il y a plus de 4 heures, 5 heures de ressources vidéo, de documents, de roadmap. Il y a des lives hebdomadaires sur justement comment scaler et développer son infoproduit. Donc je vous invite très vivement à rejoindre, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut Talal. Bah, salut.